Madame, Monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver sur RTI2 pour votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Aujourd'hui, nous avons grand plaisir à recevoir Maître Fofana. Il est greffier au tribunal du Plateau. Vous le savez, normalement, les jeudis, nous avons rendez-vous avec le docteur Brou. Il ne sera pas là aujourd'hui, ni demain d'ailleurs. Mais c'est avec un grand plaisir, je l'ai dit, que Monsieur Fofana sera là pour nous entretenir d'un sujet très important. Et je sais d'avance que vous serez nombreux à réagir. Vous le savez également, le téléphone est ouvert. On parlera aujourd'hui d'alliance. L'alliance est un terme assez général. On parlera particulièrement du mariage, des conditions à remplir pour se marier. On va parler d'abord des fiançailles, ensuite du mariage, quelles sont les obligations des époux, qu'il faut-il être pour se marier, comment les choses doivent-elles se passer. On en parlera aujourd'hui. Vos contributions sont donc attendues 22 40 12 54. Le téléphone est ouvert. Maître Fofana, bonjour. Bonjour Eva. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, vous m'avez donné une définition que je vais lire, elle ne vient pas de moi. Merci. L'alliance est issue du mariage entre deux personnes. Elle prend fin avec le décès de l'un des époux ou par le divorce. Oui, c'est le choix clairement opéré par le législateur ivoirien qui analyse donc l'alliance sous le thème de l'union sacro-sainte entre deux personnes dans l'objectif de fonder une famille légitime. Très bien. Donc, logiquement, quand on se marie, on est condamné à la vie commune jusqu'à ce que la mort nous sépare, logiquement. Le terme condamné, ça fait un peu peur. Hein, bon, on a l'impression que on se retrouve dans une prison, mais c'est un terme juridique. Ce n'est pas une prison, c'est un terme juridique. L'objectif de l'émission de ce jour, c'est d'amener les futurs candidats au mariage à être suffisamment renseignés sur ce qui les attend pour ne pas que 30 secondes après le mariage, on se retrouve devant nous en procédure de divorce. Parce que ce n'est pas un épiphénomène, mais... D'accord. Alors, on va parler donc du mariage, je vous l'ai dit, la première étape. La première des choses, c'est les fiançailles. Alors, deux personnes se rencontrent, elles s'apprécient, elles s'aiment, elles décident de passer devant le maire. Les choses ne se font pas aussi rapidement. On doit d'abord se présenter aux différentes familles. Et puis, il y a les fiançailles qui interviennent. C'est bien cela, Maître Fofana? Oui, c'est bien cela. On vous écoute. Alors, les fiançailles, définition, est-ce que j'ai bien défini? Bien. Au niveau des fiançailles, les fiançailles, c'est la promesse que se font deux personnes de se prendre dans le futur pour époux. Aussi simple que cela. Devant ou sans témoin, il n'y a pas de... Devant ou sans témoin, devant les parents, c'est largement suffisant. Vous promettez mutuellement de vous prendre pour époux et puis vous vous comportez dans le sens de la réalisation de ce vœu. Voilà ce que c'est que les fiançailles. Alors, les fiançailles, pour nous, hein, dans le commun des mortels, c'est tout simplement un homme qui va faire sa demande en mariage à une femme. Donc, il va lui offrir une bague qui symbolise justement cette demande, une bague de fiançailles. C'est cela, les fiançailles, c'est largement suffisant. Bien sûr, la bague des fiançailles, la bague des fiançailles, c'est la matérialisation de cette promesse commune de se prendre pour époux, pour épouse. Sinon, c'est la promesse en tant que telle qui est... n'est-ce pas, qui matérialise les fiançailles. Très bien. Voilà. Pas besoin d'accord écrit, hein, ça, non, de façon verbale. Pas du tout. De façon tout à fait verbale. Au niveau des fiançailles, il n'y a pas encore d'engagement assez fort. Et est-ce que ces fiançailles-là ont une teneur devant la loi? Quelle est la nature juridique des fiançailles? Et justement, juridiquement, les auteurs estiment que les fiançailles n'ont pas une nature contractuelle. C'est juste un accord de volonté entre deux candidats, deux futurs candidats au mariage. Ça n'a pas plus de valeur que ça. Par contre, il y a des effets qui sont attachés aux fiançailles. C'est pourquoi il ne faudrait pas s'amuser, ce n'est pas un jeu. Quand vous vous engagez, soyez sûr que vous êtes convaincu de l'engagement que vous prenez. Parce que s'il y a rupture, eh bien, cela peut être cause de préjudice à votre encontre. Par exemple, si vous rompez de façon abusive les fiançailles, le fiancé ou la fiancée qui se sent lésé eh bien, peut vous attaquer en justice. Alors, qu'est-ce que vous appelez justement
de façon abusive. Oui. C'est quoi une façon abusive de rompre des fiançailles? Bon, une façon abusive de rompre les fiançailles, c'est de les rompre de manière brutale dans des conditions qui vraiment créent des troubles psychologiques, par exemple chez l'autre candidat au mariage. Vous vous êtes fait des promesses, vous êtes dans cette logique, et puis pour des raisons d'ordre idéologique ou religieux ou même ethniciste, vous décidez de rompre les fiançailles, et bien ça, c'est considéré en droit comme une rupture abusive. Est-ce qu'il y a un préavis à donner à l'autre candidat pour dire dans 3 mois ou dans 2 mois, je ne sais pas, on va se séparer? Parler de façon brutale, comment on doit annoncer qu'on... Si la rupture est faite de façon consensuelle, alors il n'y a pas de problème. Vous avez... Il n'y a pas beaucoup de ruptures qui sont faites de commun accord. Hein. C'est en général l'homme ou la femme qui décide de ne plus continuer la relation et puis l'autre côté subit malheureusement. Voilà. Donc, comme vous le dites, si vous avez l'intention de rompre, il faut amener l'autre doucement, doucement, préparer son esprit à la rupture. Sinon, est-ce que vis-à-vis de la loi, on pourrait répondre de ces actes? Bien sûr, c'est ce que je vous ai dit. On peut porter plainte contre son fiancé parce qu'il a rompu nos fiançailles? Oui, mais pas au pénal, au civil pour obtenir des dommages-intérêts. Dommages-intérêts pour rupture abusive des fiançailles. Bon, ça va s'analyser en la répétition, la restitution des présents que l'on s'est fait, enfin les présents. Mais pourtant, il y a quelques instants, vous nous disiez que les fiançailles finalement n'avaient pas de valeur juridique. Donc, comment est-ce qu'on peut venir porter plainte contre son fiancé parce qu'il nous a quittés tout simplement? Oui, la plainte dont il s'agit ici ne consiste pas à contraindre l'autre à revenir sur sa décision. Mais l'engagement que vous prenez, l'engagement, la promesse que vous donnez, vous l'avez donnée de façon libre et sans pression aucune. Cet engagement a créé un certain droit dont bénéficie la personne à qui vous l'avez donné. Alors, sur la base de cela, si vous vous retirez de façon brutale, la personne peut alléguer des dommages, notamment moraux, que j'alléguais tout à l'heure, pour prétendre avoir des dommages-intérêts pour rupture abusive. Voilà. D'accord. Alors, pour bien comprendre, un homme qui est fiancé à une demoiselle, qui lui fait des cadeaux, on va parler de maison, de bijoux de valeur, etc. Et puis qui décide tout simplement de se séparer de cette jeune femme de façon brutale, comme vous le dites. Elle s'estime lésée, elle estime avoir subi un préjudice moral, elle porte plainte au civil. Est-ce qu'on peut lui demander de restituer ces cadeaux-là? À la jeune femme ou à l'homme? À la jeune femme qui a reçu les cadeaux. Logiquement, la rupture... Pardon, la rupture vient d'elle. La rupture vient d'elle plutôt. La rupture vient de la dame. Oui. On peut la contraindre à rendre ce que son fiancé lui a offert. Oui, bien sûr. De toutes les façons, la rupture opère restitution des présents les plus importants que l'on s'est fait. Parce que ces présents n'étaient pas donnés à titre gratuit. Excusez-moi. Ces présents n'étaient pas donnés à titre gratuit. Je pense que l'objectif... oui. L'objectif, c'est parce qu'on était ensemble, enfin la raison, c'est parce qu'on était ensemble, c'est parce qu'on était en couple qu'on nous a fait ces cadeaux. Et qu'on n'est plus en couple, il n'y a plus de raison que ces cadeaux-là subsistent. On était dans l'antichambre du couple, parce que les fiançailles, ce n'est pas encore le couple. Voilà. Donc, ces présents sont appelés à être restitués. Je dis bien les plus importants. Ce n'est pas les petits présents du genre elle est venue me voir aujourd'hui, je lui ai donné le transport pour aller chez elle à la maison. Non, mais c'est vraiment les présents les plus importants voilà, qui sont restitués. Merci. Alors, vis-à-vis des tiers, qu'est-ce que ça peut engager comme conséquence? Vis-à-vis des tiers, si la rupture est le fait d'un tiers, oui, allez-y. Si la rupture est le fait d'un tiers, alors c'est celui-ci qui sera contraint au paiement des dommages-intérêts. Deux personnes se sont engagées volontairement. Ce que le législateur attend de nous, attend de vous, attend de tous en général, c'est de les aider, de les encadrer, de les canaliser pour les conduire vers le mariage. Alors, si une personne étrangère à ce couple en formation est coupable de la rupture de ce couple, eh bien,
le fiancé qui se sent lésé peut l'attaquer, n'est-ce pas, en justice pour obtenir paiement des dommages-intérêts à cause de ruptures abusives. Alors, décidément, on entend pas mal de choses aujourd'hui. En tout cas, moi, j'apprends beaucoup de choses. Hein. Je pensais être bien informée sur le mariage. Et la preuve, ce n'est pas le cas du tout. Et j'espère que nos téléspectateurs trouvent également cet échange assez intéressant. Alors, on va parler donc de nos institutions traditionnelles, notamment la dot. Et cela se fait dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, dans toutes nos traditions. Il y a le mariage traditionnel, la dot même qui précède le mariage traditionnel, pour dire aux parents, pour dire à la famille, finalement, on vient vers vous avec respect pour vous demander la main de votre fille. Oui. Que dit la loi vis-à-vis de ces façons de faire? Très bien. Il faut savoir qu'avant 1964, nous étions sous le coup de la loi traditionnelle et tout ce qui était admis dans nos us et coutumes passait. Mais en 1964, le législateur ivoirien a fait le choix clair d'adopter la loi relative au mariage. Cette loi a subi plusieurs modifications, dont la dernière en date est celle de 2013. Donc, à partir du 7 octobre 1964, où est intervenue la loi sur le mariage, les institutions traditionnelles qui régissaient la matière se trouvent prohibées, notamment la dot. Malheureusement, les pratiques ont la peau dure. Aujourd'hui, tout intellectuel que vous êtes, si vous allez demander la main d'une jeune fille, elle vous enverra vers ses parents, lesquels vous enverront certainement vers leurs aînés au village. Mais il est clair que si vous allez, évidemment, la question de la dot peut se poser. Mais le choix clair du législateur, c'est de dire qu'à partir du moment où nous avons légiféré en la matière, la dot se trouve prohibée. Alors, ce n'est pas qu'elle n'a pas de valeur juridique, c'est juste qu'elle est carrément interdite. Oui, pour parler même des valeurs juridiques, il faut exister. Elle a été purement et simplement retirée de nos manières de faire. Donc, logiquement, quand on veut se marier, on n'a plus à payer. Le terme prohibé, je ne sais pas si je l'interprète bien. Alors, c'est interdit de faire un mariage traditionnel. Oui, ça peut se faire, mais ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Mais ça peut se faire. C'est interdit et ce qu'il y a même à savoir à ce niveau, celui qui demande une dot, celui qui reçoit une dot ou qui sollicite une dot peut même être poursuivi. Wow. Oui, peut même être poursuivi. Je pense que tous les parents ivoiriens vont se retrouver en prison. Parce que peut même être poursuivi c'est inévitable pour cela. Et être condamné au civil, par exemple, à la restitution de 10 fois la valeur de la dot reçue ou demandée. Bon, maintenant, quand on met en parallèle la pratique avec ce que dit la loi, est-ce que vous allez attraire vos beaux-parents devant les tribunaux au risque de voir vos chances d'avoir votre mariage effrité? Je pensais à quelque chose. Alors, oui. Un couple qui se rencontre, bon, la dot est faite et puis la jeune dame met fin aux fiançailles. Oui. Est-ce que le monsieur peut se retourner contre sa belle famille et dire on m'a exigé une dot, moi je les traîne devant les tribunaux? Du moment où la dot même n'a pas de fondement juridique, je vous le disais déjà sur ce plateau, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Voilà. Parce que c'est un peu contradictoire. En même temps, on dit qu'on peut mettre quelqu'un, on peut poursuivre des parents qui reçoivent une dot ou qui payent une dot pour quelque chose qui finalement juridiquement n'existe pas. Oui. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Alors finalement, puisque la dot, est-ce que c'est un délit? Parce que juridiquement, ça n'existe plus. Vous avez dit que ça a été interdit, ça a été prohibé. C'est un délit? Oui. Oui, ça constitue un délit, puisque vous pouvez même aller en prison pour cela. Il y a des peines privatives de liberté qui sont prévues pour ceux qui reçoivent la dot. Maintenant, ce que je disais, ça a paru choquer tout à l'heure. Est-ce que, c'est une réflexion que j'aimais, est-ce que le législateur ivoirien a suffisamment pris la mesure des desiderata de la société ivoirienne en légiférant de cette manière, en ivoirisant le droit français qui existait certainement déjà à l'époque? Je pense que la réflexion s'impose. Si nous estimons que nos institutions traditionnelles méritent d'exister, eh bien c'est de faire des propositions dans le sens, n'est-ce pas, d'un réaménagement, n'est-ce pas, de la loi sur le mariage. Sinon, aujourd'hui, ce qui est écrit,
c'est que la dot est prohibée. Mais le constat que nous faisons sur le terrain, c'est que vous ne pouvez pas aller devant l'officier de l'état civil tant que vous n'êtes pas passé. Alors, petit message aux hommes, je ne voudrais pas qu'ils se servent de l'argument que vous venez de dire pour dire aux jeunes filles ou les femmes qui sont chez eux à la maison, pour leur dire non, non, la dot c'est prohibé donc je ne la ferai pas. Quoi que s'ils le disent, ils sont dans leur bon droit. Hein. Non, parce que le législateur l'a affirmé et le peuple ivoirien avec lui. Voilà. Monsieur Kafop nous appelle de Cocody. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Moi, c'est M. Carson. Monsieur? M. Carson. Monsieur Carson, pardon. Toutes mes confuses. On vous écoute. Voilà, aujourd'hui, mais vous voyez, la constitution qui n'arrive pas à comprendre. Oui. Oui, la constitution qui a créé l'homme, il a mis des lois. Le monsieur qui est devant nous là, c'est un homme qui a été créé par Dieu. Le mariage, on parle de ça. Dieu a créé le mariage. Vous pouvez reprendre, on vous entend mal. Si on veut se référer. Allô? Oui. Si on veut se référer à la loi, la personne qui fait la loi, c'est Dieu. Donc, je prends un exemple. Moi, je prends ici, j'appelle pas mes parents, pas mes parents, je fais directement. On vous entend. On vous entend vraiment pas. Allô? Oui. On vous entend vraiment difficilement. Hein. Je ne sais pas si les téléspectateurs comprennent, mais nous, sur ce plateau, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de vous rappeler. Votre numéro, de toute façon, a été affiché. Donc, on va essayer de vous rappeler et puis prendre votre point de vue. Merci beaucoup. Alors, on revient donc à notre dot en attendant que M. Carson rappelle ou qu'on le rappelle d'ailleurs. On parlait donc de la dot qui est sortie du cadre juridique, qui n'a plus aucune valeur et qui même est un délit. Bien sûr. Le mariage traditionnel, quant à lui. Bien, le mariage subit le même sort, la même rigueur que la dot. Le mariage traditionnel subit le même sort, la même rigueur que la dot. À partir du moment où la loi de 1964 a été prise, les mariages coutumiers qui ont été célébrés préalablement au 7 octobre 1964, s'ils ont été déclarés à l'époque, restent valables. Mais à partir du 7 octobre 1964 jusqu'à aujourd'hui, le législateur ne reconnaît que le mariage célébré selon les formes instituées par la loi. Donc, le mariage coutumier, le mariage traditionnel n'existe plus, ne devrait plus exister dans nos pratiques. Voilà. C'est clair que c'est plus difficile à dire qu'à faire. Hein. On va parler également de mariage religieux. En général, je pense qu'on doit être marié à la mairie avant de se marier à l'église. Oui. Dans certaines pratiques, on voit bien qu'il y a des mariages religieux qui sont célébrés sans passer par la case mairie. Le mariage religieux, est-ce qu'il a une valeur? Souvent, les gens ont cette tendance à mettre la charrue sur avant les bœufs, mais le Code civil est très clair là-dessus. Aucun ministre du culte ne peut célébrer un mariage s'il ne l'a été préalablement par un officier de l'état civil. C'est ce que dit la loi. Donc la procédure, vous allez d'abord à la mairie, si c'est une commune, à la sous-préfecture quand on est en province, le sous-préfet il est officier d'état civil. Donc c'est l'officier d'état civil qui célèbre d'abord le mariage et puis après le ministère du culte. Voilà. Monsieur Zongo nous appelle du Burkina Faso. Allô? Oui, allô, madame. Oui, bonjour monsieur Zongo. Comment vous allez? Nous allons très bien, merci. Et vous? Oui, je voulais intervenir par rapport à l'émission L'Alliance. On vous écoute. Oui, c'est par rapport à ce que le maître a dit. Allô? Oui. C'est par rapport à ce que le maître a dit. Oui. Et que les parents qui prennent les dots, ça constitue un délit. Oui. Moi, je pense que c'est l'inconvénient du copier-coller des lois françaises en Afrique. Oui. Voilà, lui-même, il vient de le dire que les parents continuent de le prendre, mais on ne peut pas trimballer les belles familles devant les tribunaux. Donc, moi, je pense que c'est tout un ensemble qu'il faut revoir pour qu'on adapte notre situation à nos coutumes. Donc, parce que même si il dit que le législateur est vrai, mais ceux qui ont voté les lois, est-ce que nos parents ont participé? Ils vont dire qu'ils ont participé en votant, mais avec quel niveau?
Si vous voulez l'expliquer ça ensemble clairement comme ça, c'est pas sûr si voter la loi va passer. Mais on prend des intellectuels qui sont sur les gens qui fassent voter des lois, qui ne sont pas adaptés à notre situation, qui nous posent des problèmes demain. On ne peut pas un vieux qui doit payer la dot qu'il a pris de sa vie, ça ne va pas marcher. Tout à fait. Il ne va pas comprendre. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Zongo. Et vous l'avez bien dit, hein, vous n'avez pas dit autre chose sur ce plateau. Bien sûr, je suis d'avis avec M. Zongo, mais de ma position, je suis un instrument de la loi. La loi existe, mon rôle, c'est de la faire appliquer. Tout à fait. Mon rôle, c'est de dire ce qui est. C'est pas vous qui faites la loi. Hein, pour que lui, Zongo, soit suffisamment imprégné des réalités. Très bien. Donc on revient donc à ce mariage religieux qui doit être fait après le mariage civil. Oui. Lui n'est pas interdit et n'est pas prohibé par la loi. Non, mais la seule restriction, c'est qu'il doit être fait après le mariage civil. Après le mariage civil. Et s'il se fait avant, est-ce que vis-à-vis de la loi, il y a des peines, par exemple? Bon, non. Je pense qu'à ce niveau, l'effet est quand même relatif. Parce qu'en termes de nullité de mariage, il y a des nullités absolues et puis il y a des nullités relatives. Bon, je pense que on va y arriver. Ça, c'est des aménagements qui peuvent se rattraper. Alors, on va parler d'une autre forme de mariage très courante sous nos tropiques, la polygamie. Très bien. Que dit la loi? Parce que je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui aimeraient bien que cette loi-là passe, que la polygamie soit adoptée en Côte d'Ivoire. Oui. Et ça acquiesce dans ce studio à mon plus grand regret et à mon désarroi le plus total. Alors, que dit la loi vis-à-vis de la polygamie? Très bien. La polygamie, au même titre que la dot et le mariage coutumier. Pardon, Maître Fofana, on y revient tout de suite après ce coup de fil du pasteur Abraham. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, pasteur Abraham. Oui, bonjour. On vous écoute. Bon, a été